Je veux aller à Tel Aviv alors que nous recevons Eylon Levy, ex-porte-parole du gouvernement israélien. Bonjour de New York et merci d'être de retour, Eylon. Bonjour, bon après-midi. Heureux d'être ici. L'armée israélienne dit avoir frappé 8 ponts en Iran. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou affirme que les FDI ont frappé aujourd'hui des voies ferrées iraniennes, principalement utilisées par des civils. Israël déclare que ces frappes visent à empêcher le corps des gardiens de la révolution islamique de déplacer des systèmes d'armes. Honnêtement, Eylon, quelle marge reste-t-il pour la diplomatie à moins de 5 heures de la date limite? Eh bien, vous savez, comme tout le monde dans le monde, j'espère qu'ils I hope the Islamic Republic reviennent à la raison et acceptent de mettre fin à cette guerre et à son agression. Mais en ce moment, le régime iranien essaie de prendre le monde en otage et de faire chanter l'Amérique. Nous avons vu dans le New York Times sa liste d'exigences pour mettre fin à cette guerre. Il veut ériger un péage sur le détroit d'Ormuz et faire payer des millions de dollars aux navires pour le traverser. Il souhaite la levée totale des sanctions pour reprendre la construction de missiles balistiques atteignant les États-Unis. Il veut l'immunité pour ses forces supplétives dans la région, responsables de tant de violence et de terrorisme. J'espère donc que le président Trump pourra effrayer le régime iranien, lui faire entendre raison, le pousser à reculer et à mettre fin à son agression dans la région. Actuellement, il ne réalise pas à quel point il subit des défaites sur le champ de bataille et croit pouvoir imposer des exigences aux États-Unis. Cette guerre a duré bien plus que prévu et je pense qu'il est clair que personne ne s'attendait à une telle durée, surtout vu la réaction du régime iranien. Le président Trump a annoncé à Fox News que cela aura lieu à 20 heures, sauf accord dans les prochaines heures. Pensez-vous qu'Israël est prêt à respecter un éventuel accord ou un cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran? Je pense qu'Israël voudra s'assurer que tout accord mette fin à la menace que l'Iran fait peser sur ses voisins. Pour Israël, le programme nucléaire iranien et le programme de missiles balistiques représentent une menace existentielle. Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, nos voisins du Golfe, refusent aussi un cessez-le-feu qui permettrait à l'Iran de reprendre la construction de missiles balistiques et drones et d'attaquer des navires internationaux. Ils veulent que la menace de l'agression iranienne, de la part du premier État soutenant le terrorisme au monde qui crie mort à l'Amérique et mort à Israël, prenne fin. Et je pense qu'Israël croit que les États-Unis partagent pleinement cet objectif. Ce n'est pas le moment de laisser le régime iranien gagner du temps pour reconstruire ses missiles balistiques et menacer le monde. Cette guerre doit éliminer définitivement la menace du principal État soutenant le terrorisme dans le monde. Je souhaite lire l'avertissement du président Trump. Toute une civilisation mourra ce soir pour ne jamais revenir. Il termine par Que Dieu bénisse le grand peuple d'Iran. Vous, Eylon, avez dit que vous ne comprenez pas le lien entre ces deux phrases. Pouvez-vous m'expliquer cela? La menace de détruire une civilisation, si on s'arrête là, paraît viser tout le peuple iranien. Pourtant, il précise que Dieu bénisse le grand peuple d'Iran. Le président a clairement dit qu'il ne s'agit pas d'une guerre contre le peuple iranien, mais avec lui. Il souhaite qu'ils se soulèvent et reprennent leur pays. Je suppose donc que lorsque le président a parlé de civilisation, il faisait allusion au régime iranien. Il parlait de la civilisation de la terreur islamiste que le régime a imposée au peuple et à toute la région depuis près de 50 ans. Et c'est cela qui doit prendre fin afin qu'un Iran nouveau et libre puisse naître de cela. Et non pas qu'il menace d'une manière ou d'une autre le peuple lui-même, qui est bien sûr la première victime du régime iranien. Le New York Times a publié un nouveau reportage. Il explique en détail que le Premier ministre Benjamin Netanyahou a convaincu le président Trump de frapper l'Iran lors d'une réunion à la Maison-Blanche dans la Situation Room en février dernier, il y a plus de 2 mois. Que révèle cela sur l'alignement entre le président Trump et le Premier ministre Netanyahou? Je pense que le président Trump évoque depuis des décennies la menace iranienne liée à sa quête d'armes nucléaires. Et c'est le président Trump qui, lors de son premier mandat, a déchiré l'accord désastreux de l'ère Obama. Cela aurait laissé à l'Iran la voie libre vers l'arme nucléaire tout en versant des milliards de dollars dans ses coffres pour développer ses missiles balistiques et ses forces supplétives à travers la région. Ce n'est pas un président qui avait besoin que quelqu'un le persuade que le principal État parrain du terrorisme, qui a soutenu des groupes ayant tué tant de soldats américains dans la région, représente une menace. Au lieu de cela, vous voyez Israël et les États-Unis combattre côte à côte. Des avions israéliens bombardent les dirigeants du régime en tête de la liste des personnes les plus recherchées par l'Amérique, tandis que des avions américains ravitaillent en vol les appareils israéliens. C'est pourquoi vous entendez le secrétaire Hegseth dire qu'Israël est un multiplicateur de force et une bouffée d'air frais,
Parce qu'enfin, les États-Unis combattent aux côtés d'un allié qui retrousse ses manches et affronte nos ennemis communs avec nous. Je lis un autre rapport de Politico en ce moment. Il ajuste cela. Les planificateurs de guerre du Pentagone travaillent à cibler des sites énergétiques iraniens qui fournissent du carburant et de l'électricité aussi bien aux civils qu'à l'armée, comme solution probable pour contourner d'éventuels crimes de guerre. Des accusations pour avoir frappé des infrastructures de base qui, encore une fois, je le sais, servent à la fois à l'armée et aux civils. Mais qu'en penses-tu, Elon? L'infrastructure énergétique de l'Iran est son talon d'Achille. Le régime iranien a besoin des fonds provenant de la vente de pétrole à la Chine, ce qui permet à la Chine de constituer d'énormes réserves stratégiques. Afin de financer le corps des gardiens de la révolution islamique, afin de financer les missiles balistiques et afin de financer les forces supplétives. Savoir si une cible est militaire légitime dépend de son utilisation pour les objectifs militaires de l'Iran. C'est pourquoi nous avons vu, par exemple, ces ponts être pris pour cible, car ils étaient utilisés pour transporter des armes par le régime iranien. C'est pourquoi nous voyons des usines pétrochimiques être attaquées, parce qu'elles produisent l'acide nitrique qui est utilisé dans les missiles balistiques. Et donc j'imagine que les planificateurs militaires du Pentagone chercheront non seulement à arrêter les attaques de l'Iran, mais aussi à empêcher l'Iran de pouvoir attaquer et de paralyser la capacité de l'ennemi à faire la guerre en lui refusant ses armes. Elon, je veux revenir à la question initiale cependant. Alors que le président Trump esquive à plusieurs reprises les questions sur le fait de savoir si des frappes sur des infrastructures civiles en Iran constitueraient des crimes de guerre, tu as été clair en disant que bombarder des ponts n'est pas un crime de guerre lorsque ces ponts sont utilisés à des fins militaires. Nous savons qu'il est à double usage. Cela dit, les États-Unis et Israël devraient-ils écarter ces préoccupations, même lorsque les Nations unies, et bon, je vais laisser le pape de côté. Les Nations unies accusent de crimes de guerre. Eh bien, écoutez, les Nations unies, tout au long de cette guerre et de la guerre d'Israël contre le Hamas, n'ont raté aucune occasion de prendre la défense des terroristes et de tordre le droit international pour protéger ces terroristes et empêcher les démocraties de se défendre. Le droit international est important, mais il ne protège pas les régimes terroristes lorsqu'ils utilisent des sites à des fins militaires. Mais en ce qui concerne ces infrastructures civiles, Elon, comme les ponts et les chemins de fer, En droit international, il existe la notion d'infrastructure à double usage, employée par militaires et civils, mais le fait qu'elle soit parfois utilisée par des civils ne rend pas nécessairement ces cibles illégitimes. Si elles sont utilisées par l'armée, elles peuvent être considérées comme des cibles militaires. Et ensuite, il faut évaluer cela selon toutes les règles du droit international concernant la proportionnalité, la distinction et la nécessité. Leur utilité civile potentielle ne les immunise pas. Des régimes ou armées terroristes peuvent s'en servir comme bouclier. Le droit international ne le permet pas. je vérifie combien de civils iraniens utilisent vraiment ces ponts. Je vais aborder ce chiffre qui semble équilibré selon les données, mais je préfère attendre mes propres vérifications. Merci beaucoup, Elon Levy. Merci pour votre temps et vos explications ici.